Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Nice 2. Je suis accompagné ce matin de Geoffrey et d'Alexandre qui vont m'assister pendant le webinaire pour aborder donc ce webinaire Nice 2. On a aujourd'hui avec nous des représentants du monde de la santé, du monde académique avec notamment l'éducation, la recherche, des collectivités territoriales également. On a des opérateurs de services, des intégrateurs, des MSP. Et on va donc se proposer pendant 45 minutes. On va se donner 45 minutes, sachant qu'on n'est pas tenu par le temps. On pourra prolonger des questions-réponses. On va donc dérouler et articuler le propos Nice 2 en 5 points. On va aborder 5 points. Le premier point, ce sera de rappeler un petit peu les objectifs de cette Nice 2 qui rentrera en vigueur, comme vous le savez, en fin d'année. Donc, on n'est plus qu'à quelques mois pour se préparer et être en conformité, se mettre en conformité avant d'entrer dans la loi. On verra ensuite le périmètre des organisations concernées qui a été significativement élargi. On verra ensuite les enjeux et défis à relever pour être en conformité et parfaitement conforme en décembre prochain. Et puis, on abordera un sujet qui nous tient à cœur, c'est savoir comment les solutions de sauvegarde peuvent contribuer à cette mise en conformité et accroître la cyber-résilience des organisations. Et enfin, on abordera en quoi Atempo, est-ce que Atempo a quelque chose de spécifique pour apporter des atouts supplémentaires pour cette mise en conformité à la NIS 2. Vous aurez l'occasion pendant tout le webinaire de poser des questions au travers de l'onglet donc questions-réponses qui vous est proposé. Dans un souci d'efficacité, je vous propose de traiter l'ensemble des questions, si Alexandre veut bien nous les rappeler à la fin, de façon à ce qu'on puisse librement échanger avec vous sur les interrogations légitimes que vous pouvez avoir. Sans plus tarder, on va ouvrir le bal avec Geoffrey. Geoffrey, peut-être nous rappeler un petit peu l'origine de cette Nice 2, ce deuxième volet de la Nice 2. Oui. Bonjour à tous, merci Luc, bonjour. Donc un petit rappel, Nice 2, pourquoi Nice 2, qu'est-ce que Nice ? Nice 2, donc c'est une directive européenne qui vient faire suite à Nice 1, qui a été mise en application en 2016. Donc c'est une directive européenne qui a un but, c'est de créer un cadre européen de cyberdéfense, sécurité cyber européenne. Elle va permettre d'harmoniser le niveau de cyberdéfense au niveau européen. Et elle a la particularité d'entrer en application en octobre 2024. Donc, elle a été votée au Parlement européen en 2022. Elle va être transposée dans les lois nationales à partir d'octobre 2024. Ça, c'est très important. Il faut vraiment préparer sa conformité NIS 2. Donc, le calendrier devient serré, là. Exactement. Donc, qui est concerné et quel est le contexte de cette NIS 2 ? Avec mon écran, je vais essayer de passer la slide. Un petit souci, excusez-moi. Moi, j'ai bien la slide à l'écran, je te rassure. Alors voilà, le contexte cyber. Une menace cyber de plus en plus présente chaque année. On arrive aujourd'hui à une attaque par ransomware toutes les 10 secondes, ce qui est vraiment extrêmement important. L'ANSSI, dans son dernier rapport, qui évoque entre 2022 et 2023 une augmentation de 30% des attaques par chiffrement. Vraiment un contexte cyber vraiment très menaçant, avec pris pour cible principalement les TPE, les PME, les ETI. Plus de 30% des attaques visent directement les entreprises privées, les collectivités territoriales, les entreprises stratégiques, les instituts de santé. Sur ces 4 cibles, on a 80% des attaques dirigées. Donc TPE, PME, collectivités territoriales, entreprises stratégiques, établissements de santé, ça représente 80% des cibles d'attaque cyber. Donc, un contexte extrêmement sensible. On voit tous les jours, on a de nouvelles cibles qui sont attaquées. Ça pose des problèmes de continuité d'activité pour les entreprises, de perte de crédibilité, d'exfiltration de données. Voilà, on a beaucoup de dégâts sont causés par ces attaques cyber. On peut penser que l'arrivée de l'intelligence artificielle va pas simplifier la tâche et on peut s'attendre à ce que cette cybercriminalité devenue endémique ne fasse que se renforcer
et avec malheureusement une perspective d'augmentation du nombre de cyberattaques et de simplification et de sophistication également de ces attaques. Tout à fait, tout à fait. On a vraiment une sophistication des attaques. De plus en plus, voilà, les attaquants utilisent aussi les outils d'AI pour générer des vers, des cryptovirus de plus en plus difficiles à détecter et à remédier. Et en plus, on a un contexte géopolitique où on est vraiment dans un contexte de guerre économique avec des blocs qui s'affrontent. Hein. Je pense notamment à la guerre en Ukraine. On a aussi le bloc Chine versus les États-Unis, le bloc Chine versus Taïwan. Donc, beaucoup d'enjeux géopolitiques qui ne font que finalement accroître ce risque de cyberincident. Alors, je crois qu'on a un problème technique. Visiblement, on me signale qu'on ne m'entend pas. Est-ce que tout le monde m'entend ou... Je viens de faire un test, normalement c'est bon, après ton micro est mute parce que tu es sur la pieuvre. Non, c'est bon. J'entends aussi. C'est bon, on peut continuer. Ok, Ok, on va démarrer. Donc, on va redémarrer. J'ai quelques personnes qui signalent ne pas avoir de son en retour. Donc, j'espère que c'est pas général. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Alors, pour ce qui concerne le public concerné, on a entendu parler d'un nombre d'organisations significativement accru, avec de plus en plus de domaines concernés. Tout à fait. On avait préalablement ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels, les OSE. C'est une notion qui va disparaître avec NIS2 et NIS2 va uniquement reprendre deux types d'entités. Donc, on aura d'un côté les entités essentielles, de l'autre côté les entités importantes, avec en prise de compte le nombre de salariés, le secteur concerné et le chiffre d'affaires réalisé. Donc, ce que j'ai indiqué sur la slide, on va avoir dans les entités essentielles les grandes entreprises, grands groupes au-delà de 250 salariés avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions d'euros. Pour les entités importantes, on va être entre 50 et 250 salariés, un chiffre d'affaires qui est compris entre 10 et 50 millions d'euros. Et on aura également les administrations publiques et les pouvoirs centraux et régionaux qui, elles, vont être partagés entre entités essentielles pour les pouvoirs centraux et de l'autre côté des entités importantes pour des collectivités un peu plus locales, je pense aux mairies notamment ou conseils régionaux qui vont être catégorisés dans les entités importantes. Et donc on va en fonction du type d'entité dans laquelle on va être catalogué, on aura plus ou moins de contraintes légales à respecter en matière cyber. Je crois que sans rentrer dans les détails, on avait grosso modo 14 secteurs qui étaient fléchés jusque-là. On va passer à plus de 35 secteurs fléchés. Exactement. Donc ça touche globalement énormément d'entreprises aujourd'hui et d'organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Tout à fait. Donc NIS 1, il y avait, comme tu l'as dit, Luc, je crois, 19 secteurs. Ouais. 19 secteurs concernés, pardon. On passe à 35 secteurs. Oui, globalement, on va faire passer le nombre d'entreprises concernées de 300 à environ, c'est pas encore défini, 15 000 entreprises. Là, vraiment, la portée de NIS 2 va emporter vraiment une énorme partie des entreprises françaises. Il va permettre à un nombre beaucoup plus important d'entreprises de se mettre à niveau sur les protections cyber. Et on a toujours des secteurs hautement critiques, je pense notamment à l'énergie, les transports, la santé, l'espace, les administrations publiques, et on a les secteurs critiques, donc hautement critiques et critiques, dans lesquels on va retrouver les services postaux, la gestion des déchets, la chimie par exemple, secteurs un peu moins sensibles qui vont également entrer dans le giron de NIS 2, il va falloir se mettre en conformité avec NIS 2. Voilà, une augmentation importante, très importante du nombre d'entreprises concernées par cette directive NIS 2.
C'est vrai que j'avais oublié celle-là. On a également des entreprises qui vont être automatiquement concernées par NIS2. Je pense aux fournisseurs de télécom, les telcos, les opérateurs qui proposent des services téléphoniques aux particuliers vont être intégrés dans NIS2 automatiquement. Les fournisseurs de noms de domaine et de registres également, ils sont automatiquement assimilés à NIS2. Tous les prestataires de services de confiance qui vont travailler avec les administrations publiques qui vont être concernées également. Et bien évidemment, les entités et administrations publiques intègrent la directive NIS2 et vont devoir assurer une conformité de cybersécurité autour de NIS2. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que on a une volonté européenne, pas uniquement française, européenne, de monter la cyber-résilience des organisations, de façon, dans un contexte, tu l'as rappelé, géopolitique, forte tension géopolitique, et également un contexte de cybercriminalité endémique, de réussir à avoir des organisations qui soient cyber-résilientes, en tout cas en ce qui concerne les organisations, on l'a vu, on va le voir tout à l'heure encore, les entités dites essentielles ou vitales, mais ce n'est pas uniquement les utilisateurs finaux, c'est toute la chaîne qui va être concernée par cette NIS2. C'est bien ça. Exactement. Toute la chaîne d'approvisionnement sera concernée par NIS2. NIS2 en France, il faut savoir que c'est porté par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des services d'information. Donc c'est vraiment l'ANSSI qui va transposer, en tout cas dans la loi européenne vers une loi française. Et aujourd'hui, l'ANSSI, voilà, elle explique déjà qu'il va falloir, pour se mettre en conformité NIS2, si vous êtes impacté et en tant qu'entité essentielle ou importante, vous allez avoir des devoirs. Et le premier devoir, c'est de s'enregistrer auprès de l'ANSSI en tant qu'entité essentielle ou importante. Ensuite, il faudra mettre en place sa politique de cyber-résilience, comme l'a rappelé Luc, pour la mise en conformité. Et également déclarer en cas d'incident, ça peut arriver, ça arrive toujours, les incidents cyber, il faudra se déclarer auprès de l'ANSSI. Donc, premier réflexe à avoir, c'est de consulter l'ANSSI pour se valider qu'on soit bien concerné. Tout à fait. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas le gendarme, il est là aussi pour conseiller et accompagner. Tout à fait. Donc, dans la procédure d'enregistrement, l'ANSSI pourra vous dire si vous êtes concerné ou si vous n'êtes pas concerné par cette directive, sachant que si vous êtes à ce webinaire aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous releviez de la directive. Tout à fait. Un des points, des nouveautés apportées par NIS2, c'est le volet sanctions. Alors là, attention, c'était pas du tout présent avec NIS1. NIS2 introduit un système de sanctions et de responsabilité du chef d'entreprise et du responsable qui peut amener, en cas de non-conformité de non-conformité, par exemple, il y a de la donnée privée qui a fuité, qui a été mal protégée, peut amener à des sanctions assez importantes. Là encore, on va distinguer les sanctions vers les entités essentielles, des sanctions vers les entités importantes, mais ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires pour une entité essentielle et jusqu'à 7 millions d'euros pour une entité importante. Donc vraiment, ce volet aussi un petit peu qui vient sanctionner la mauvaise gestion cyber est important à noter et à prendre en compte. Donc, mieux vaut se préparer, mettre en application les recommandations cyber. On sera loin des 10 millions d'euros ou du 7 millions d'euros. Mieux vaut se préparer et anticiper pour ne pas tomber sous le volet des sanctions. On a toujours ce spectre des sanctions. On a déjà vécu ça avec le RGPD. On a eu une période, j'allais dire, de grâce pendant lesquelles les sanctions ne tombaient pas. Mais on voit que depuis 2 ans maintenant, des entreprises sont sanctionnées et sévèrement sanctionnées pour des non-conformités au RGPD. Donc là encore, je pense qu'il y aura une petite période de grâce assez courte compte tenu des enjeux. Mais il faut s'attendre à ce que des sanctions tombent. Et vous savez quel chiffre, vous voyez le montant des pénalités qui peuvent être actionnées en cas de non-conformité. Donc, je pense que c'est un risque qu'on ne peut pas courir. Mieux vaut s'organiser pour plein de raisons. Il n'y a pas que la sanction. Il y a avant tout la désorganisation de l'entreprise en cas évidemment de faille de résilience et en tout cas d'interruption de service. Donc, la première motivation, c'est d'être préparé à ne pas avoir ces pertes de données ou interruptions d'activité. La deuxième, évidemment, c'est la double peine, c'est d'avoir en plus à payer des indemnités et des sanctions qui chiffrent et qui sont extrêmement dissuasives, comme vous pouvez le voir.
Autre point, hein, Nice 2, la conformité en 10 thématiques. Donc il y a plusieurs thématiques hein, généralement dans les protections cyber, on va avoir tout ce qui est protection active, protection passive. Protection active, par exemple, détection de menaces, antivirus, anti-malware, hygiène numérique. On va avoir tout ce qui est formation également. Et sur le volet plutôt passif, la continuité des activités, la sauvegarde, la cyber-résilience va devenir également une nécessité. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui, hein, comment se mettre en conformité avec sa stratégie de sauvegarde. Et comment Atenco, grâce à son expérience, va vous permettre de vous mettre en conformité, en tout cas sur la partie continuité des activités et sauvegarde de vos données. Donc, pour continuer, la sauvegarde comme outil de cyber-résilience, aujourd'hui, pourquoi la sauvegarde, c'est vraiment l'outil le plus important en matière cyber, c'est utilisé dans quasiment 80% des attaques. L'attaqué va utiliser ces sauvegardes pour récupérer ses données, pour éviter de payer une rançon, par exemple. On va monter ces sauvegardes, on va restaurer ces données pour pouvoir reprendre son activité et éviter le chantage, le rançonnage de ces données qui potentiellement ont été chiffrées. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est une valeur qui est vraiment à protéger et à prendre en compte. Sa stratégie de sauvegarde, c'est elle qui va vous permettre de reprendre et d'avoir une stratégie cyber-résilience en cas d'attaque. On présente souvent la sauvegarde comme le dernier rempart contre les cyberattaques. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'ingénierie qui vise à attaquer ces données sauvegardées. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir des sauvegardes robustes. Tout à fait. Robuste, exactement, tu l'as dit, c'est le mot. Cette partie sauvegarde, elle est explicitée par l'ANSSI, encore une fois, hein, avec des recommandations en matière de sauvegarde. J'ai résumé sur la slide. Hein. La recommandation numéro 1, c'est protéger les accès à ces sauvegardes, absolument. On verra par la suite comment on fait. C'est multiplier ces copies de sauvegarde. J'expliciterai notamment la règle du 3-2-1, mais encore une fois, l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier prend tout son sens. Il faut multiplier ces copies de sauvegarde. Externaliser au moins une copie de sauvegarde, hein, quand on est attaqué sur site. Ça peut être un cryptovirus ou un ransomware peut rapidement s'étendre sur le réseau interne. On va essayer d'aller déconnecter une sauvegarde pour qu'on ait au moins une copie qui soit inatteignable en cas d'attaque par chiffrement. Et donc, chiffrer ces données aussi également, chiffrer ces sauvegardes, très important. En ce moment, on parle beaucoup d'exfiltration de données et de rançonnage aux données exfiltrées. Je pense notamment aux données de santé qui peuvent être exfiltrées et monnayées pour ne pas être diffusées. Si vous chiffrez vos sauvegardes, même, on prend le pire des cas, hein, mais même si une fuite vient à faire fuiter les données sauvegardées, le chiffrement appliqué va faire qu'elles seront finalement inutilisables par les gangs cyber qui auront pu mettre la main sur vos sauvegardes. Donc ça, c'est vraiment les 4 préconisations de l'ANSSI. Protéger les accès, multiplier les copies, externaliser au moins une copie, chiffrer les données de sauvegarde. Le 3-2-1 Le 3-2-1 3 copies, 2 médias, une externalisation. Je pense que c'est une règle qui commence à être connue. On ne cesse de la rabâcher, mais c'est très important, évidemment. Et c'est d'autant plus important de protéger ces sauvegardes qu'aujourd'hui, on estime que dans 90% des attaques, l'attaque va viser en premier lieu les sauvegardes. La sauvegarde, c'est vraiment, on l'a dit, l'outil de remédiation et de cyber-résilience par excellence. Pour mettre la pression sur les victimes, je vais cibler la sauvegarde dans un premier temps pour vraiment affaiblir et empêcher la reprise d'activité, empêcher et forcer par exemple le paiement d'une rançon importante pour récupérer l'accès à ces données ou ces données. Donc je coupe toute possibilité de rémédiation, je chiffre les données qui sont sauvegardées, j'attaque après le primaire, les données de production, et j'interdis donc aux clients de pouvoir restaurer convenablement pour pouvoir refaire un redémarrage d'activité. Donc d'où l'importance de ces 3-2-1, de pouvoir se baser sur des sauvegardes intègres
de réhydrater avec les données et de pouvoir redémarrer son activité. Ça tout résumé. Donc, chez Atempo, on va être en capacité de sauvegarder n'importe quelle donnée. Aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont éparpillées dans les SI, qui sont sur du cloud, sur des stockages on-prem. On va avoir de la donnée M365, on va avoir de la donnée des bases de données. On a beaucoup d'environnements de données. Il faut pouvoir prendre en charge et de la donnée non structurée également. Il faut pouvoir avoir des solutions qui puissent sauvegarder n'importe quelle donnée, que ce soit sur un serveur physique, sur un serveur virtuel, dans du cloud comme Microsoft 365, des bases de données, des postes de travail, postes de travail qui restent également un point d'entrée important pour les attaques par chiffrement. Il faut pouvoir restaurer ces données de postes de travail. En tout cas, nous, chez Atempo, on a des solutions qui proposent sauvegarder l'intégralité des écosystèmes de données. Selon la règle du 3-2-1, donc Luc, il a un peu vendu la mèche, mais effectivement, on va faire après quelques mots sur cette règle, mais voilà. Multiplier les copies de sauvegarde, donc on parle d'au moins 3 copies, avoir 2 stockages différents. Donc aujourd'hui, on peut aller sauvegarder sur du disque, sur de la bande, vers du cloud, sur du stockage objet. Il faut multiplier ces supports de stockage et avoir une solution en tout cas qui puisse adresser simplement tous ces supports de stockage. On parle également le 1 copie, j'en ai déjà parlé, de déconnecter, essayer d'aller au moins avoir une copie sur bande par exemple. La bande, elle est décorrélée du réseau. En cas d'incident, je peux remonter ma copie de sauvegarde sur un lecteur de bande, récupérer mes données. Donc là aussi, il faut pouvoir avoir une solution qui puisse nativement adresser des librairies de bande. Et enfin, le 1, l'immuabilité. Donc, 3 copies de support, une copie déconnectée. Et maintenant, on parle d'une copie immuable. L'immuabilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir finalement appliquer sur la donnée sauvegardée un mécanisme qui va empêcher toute modification. Pourquoi on parle d'immuabilité? C'est simplement pour contrer les attaques par chiffrement. Une attaque par chiffrement, par définition, elle va essayer de chiffrer votre donnée. La donnée ne pourra plus être lisible et vous allez perdre finalement l'usage de cette donnée. Donc, si j'applique de l'immuabilité sur mes données, le CryptoLocker, il aura l'impossibilité de modifier mes données et donc de chiffrer mes données. Donc, on se protège du chiffrement des données. Donc, appliquer de l'immuabilité sur un stockage, il faut pouvoir également, sur tous les types de stockage adressés, pouvoir appliquer de l'immuabilité sur cette donnée sauvegardée. C'est hyper important. Voilà, je ne sais pas si je vois pas les questions, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. On va y revenir. Je crois qu'il y a un point important. On voit bien qu'on va devoir donc faire plusieurs copies, donc avoir de la consommation en fait de stockage à différents points et des volumes importants. Je crois qu'Atempo apporte également des économies importantes par son moteur de déduplication et une déduplication à la source et globale, qui permet de réduire les consommations de stockage. Je crois que c'est un atout très différenciant de la solution Atempo, de pouvoir proposer donc d'être en conformité, mais avec des coûts de stockage qui vont être réduits, de fait de la puissance de ce moteur de déduplication. Tout à fait, on a une solution qui nous permet de dédupliquer à la source toutes les données sauvegardées, ce qui va faire en gros des économies de stockage jusqu'à 1/3 versus une solution qui ne propose pas cette déduplication. On va réduire l'empreinte utilisée par les sauvegardes sur le stockage, effectivement. On avance un petit peu. Cette règle du 3-2-1, ok, ça reste théorique. Maintenant, si on rentre dans la pratique, il faut pouvoir la mettre en place et la mettre en place de manière simple. Je vous montre ici un petit peu l'interface de nos solutions. On est sur de l'interface web. Ce qu'on a cherché à faire chez Atempo, c'est finalement de simplifier la mise en place des stratégies de sauvegarde. Et donc, on a essayé de faire une interface dans laquelle on puisse simplement aller définir son espace de stockage, créer une stratégie de sauvegarde, gérer les rétentions. En même temps, je garde mes données sauvegardées. Voilà, avec pareil des interfaces graphiques qui puissent tout de suite indiquer l'état de mes sauvegardes, l'état de mes serveurs, la performance de mon serveur. Et j'ai mis sur la slide
quelques types de stockage qu'on adresse nativement avec une solution. Et voilà. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que techniquement, il faut qu'on puisse mettre en place cette stratégie du 3-2-1 simplement et rapidement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au travers de nos interfaces produits chez Atempo. L'automatisation, donc toujours dans cette règle du 3-2-1, multiplier les copies de sauvegarde, ok, c'est bien, mais si on peut le faire automatiquement, c'est mieux. Donc j'ai essayé de schématiser ce qu'on était capable de faire sur cette slide, en tout cas au niveau de l'automatisation des copies de sauvegarde. Imaginons vous avez la donnée sur un NAS, sur un 365. Au travers de nos solutions, vous allez pouvoir créer automatiser les copies. Je peux faire une première copie, par exemple, sur un disque, sur une appliance de sauvegarde. Et ensuite, automatiquement, une fois que cette copie est générée, relancer une seconde copie pour qu'elle puisse aller, cette fois-ci, sur du cloud ou même sur une hybride bande. Donc, ce qu'on appelle le disk-to-disk cloud ou disk-to-disk tape, va automatiser les copies de sauvegarde, qu'elles puissent automatiquement, voilà, simplement, avoir une stratégie où mes copies s'exécutent automatiquement et vont automatiquement se sauvegarder sur les espaces de stockage. Donc ça, encore une fois, voilà, automatiser et sécuriser les sauvegardes, c'est ce qu'on essaie de faire au travers de nos solutions, simplement. Et on adresse, encore une fois, on est capable d'adresser n'importe quel stockage, que ce soit du cloud, de la bande, du disque, des appliances. On a cette hétérogénéité des stockages qu'on sait adresser avec Atempo. Mon dernier point un peu technique, c'est, voilà, on a également, je vais emphaser un petit peu là-dessus, mais des solutions techniques anti-ransomware. Je le disais en introduction, les ransomware, c'est 30% d'augmentation entre 2022 et 2023. C'est vraiment le fléau pour les données d'entreprise. On a beaucoup vu ces derniers temps, notamment des données de santé ou des données d'administration publique également chiffrées, et là, ça va arrêter le service public. Donc, c'est vraiment la continuité du service public qui est mise en jeu. Avec Atempo, on va pouvoir, je le disais, adresser de la bande, par exemple, pour rendre complètement déconnecté sa sauvegarde. On a des mécanismes de restauration rapides. On va s'appuyer sur la reprise, l'express restart des environnements virtuels, par exemple. Ça aussi, on sait le gérer. Les environnements Linux également qu'on sait gérer. On sait que sur les environnements Linux, on va être moins ciblé par les attaques qui visent principalement Windows. On a beaucoup de cryptolockers qui fonctionnent sous Windows uniquement. L'automatisation des sauvegardes, je ne vais pas y revenir, mais on sait faire du disk cloud, automatiser les copies de sauvegarde. L'immuabilité, le chiffrement. Le chiffrement, j'en ai pas encore trop parlé. L'immuabilité, je reviens pas dessus. On sait appliquer l'immuabilité sur tous les stockages. Le chiffrement également. Toutes les données qui vont transiter dans nos solutions, elles sont automatiquement chiffrées et vont être finalement, même en cas d'exfiltration, inutilisables. Et on ne pourra pas rançonner de la donnée avec une donnée chiffrée par Atempo. Dernier point, le renforcement des accès, l'authentification double facteur, donc l'authentification forte. On va appliquer les mécanismes de double authentification pour que, même en cas de vol d'identifiant, je pense à un administrateur de backup qui se fait par phishing, on fait voler ses identifiants. Le 2FA va faire que il va y avoir une demande de confirmation des credentials par smartphone, par une application tierce. Et là, donc en appliquant des mécanismes de 2FA, d'authentification forte, on se protège contre le vol des identifiants et on protège ces sauvegardes, encore une fois, contre les attaques cyber. Voilà, c'était le moment un peu technique. Je crois que j'arrive au bout de ma démonstration. Voilà, on a vu un petit peu le côté cyber résilient de NIS 2, les enjeux qui sont l'objectif. Un autre objectif, c'est de dépasser ce cadre, Luc, et c'est d'avoir une solution finalement, le choix souverain d'une solution de sauvegarde. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, alors les clients ont
comme tu le dis, peuvent se tourner vers différentes solutions de sauvegarde. Les acteurs sont nombreux sur le marché. On a vu comment Atempo répondait, j'allais dire, aux prérequis de l'ANSSI, sa capacité à respecter les règles du 3-2-1 dont tu as parlé, sa capacité à réduire les volumes de stockage qui sont nécessaires, donc d'avoir à la fois un impact économique réduit et aussi une éco-performance renforcée. On a vu également, j'ai noté comment, j'allais dire, toutes les ingénieries qui avaient été mises en place pour pouvoir offrir de l'immutabilité de ces données, puisque 9 attaques sur 10, presque 10 maintenant, sont dirigées en priorité sur les ransomware. On n'est pas tout seul à offrir ces solutions. Bien sûr qu'on est conforme aux recommandations de l'ANSSI, mais qu'est-ce qu'on offre de plus, C'est ça ta question. Qu'est-ce qu'Atempo offre de plus? C'est pourquoi une solution souveraine apporte encore un pas supplémentaire vers cette conformité. On a en fait deux sujets. On a le dernier panorama de la cybermenace qui a été édité par l'ANSSI montre qu'on a un renforcement de l'utilisation des technologies pour de l'espionnage industriel. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans un contexte parler de cybercriminalité, de tensions géopolitiques fortes, voire de guerre imminente à nos frontières, qui fait qu'on est dans un contexte de guerre hybride aujourd'hui. On n'est pas uniquement dans une guerre de terrain, avec des moyens tactiques militaires, on est aussi dans une guerre de l'information, une guerre économique, de captation des informations, de façon à pouvoir annihiler l'autonomie stratégique des États, ou empêcher les organisations essentielles et vitales que tu as pointées de fonctionner dans un cadre de conflit. Donc cette guerre hybride, elle est extrêmement importante. Pour la première fois de l'histoire, donc la directrice de la CNIL, qui se prononce rarement sur les organisations, plutôt sur les personnes, alertait le gouvernement sur l'utilisation massive des technologies à des fins d'espionnage industriel. C'est ce que remet en avant le panorama donc de la cybermenace édité par l'ANSSI en août dernier, avec des alertes, j'allais dire ciblées. On va voir, on a deux sujets donc dans les solutions souveraines. On a l'utilisation donc des lois extraterritoriales américaines que l'on connaît, qui sont le Cloud Act comme première brique, avant ça le Patriot Act, mais le Cloud Act, et surtout les procédures FISA, donc le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui a été voté au départ pour, j'allais dire, faire une guerre contre le terrorisme, mais dont le spectre s'est très largement étendu. On a encore une extension jusqu'au mois d'avril prochain de ces prérogatives du FISA qui permet aux autorités américaines d'exiger de tous les, j'allais dire, éditeurs, constructeurs de technologies américaines de pouvoir capter via ces éditeurs ou constructeurs des informations sans prévenir l'utilisateur, le client de ces solutions techniques ou logicielles. Ça, c'est évidemment un peu préoccupant parce qu'on ne sait pas la motivation qui est derrière. C'est pas toujours, on le sent bien, compte tenu des alertes qui ont été données par la CNIL, des préoccupations terroristes, ce sont des préoccupations économiques. Il en va du secret des affaires, il en va du patrimoine numérique des organisations. Donc la première chose qu'il faut maîtriser, c'est ce que j'appelle ce risque de dépendance, c'est d'avoir des technologies souveraines qui garantissent leur immunité aux lois extraterritoriales américaines. En ce sens, Atempo répond 100% à cette immunité, à ces lois extraterritoriales, puisque notre gouvernance est française. On insiste là-dessus, c'est un choix, évidemment, et un choix affirmé. On est là pour renforcer la chaîne numérique et l'autonomie stratégique des organisations françaises et européennes. On a un deuxième point qui est important, qui concerne donc la maîtrise. Là, on n'est plus un véhicule qui permet par la loi d'obtenir et d'exiger d'un éditeur ou des constructeurs des données des organisations. On est sur ce qu'on appelle des ingénieries de code qui permettent d'intégrer dans des codes, d'intégrer des backdoors, que ce soit dans des équipements ou dans des solutions logicielles, qui vont permettre l'exfiltration de données ou la surveillance de ce qui se passe dans les stockages, c'est-à-dire des données, un droit de lecture finalement qu'on s'arroge sur les données. Et en ce qui nous concerne pour la sauvegarde, un droit d'administration de ces sauvegardes. Administrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir restaurer, c'est-à-dire avoir la lecture de ce qui a été sauvegardé, potentiellement chiffré par la solution de sauvegarde. Si on a la clé d'accès, l'administration du compte, on peut non seulement restaurer, mais déchiffrer. Et la deuxième chose, bien entendu, c'est de pouvoir potentiellement, et c'est le pire, effacer
ça veut dire qu'on a aussi l'administration la possibilité de supprimer les sauvegardes. À ce titre, le CERT donc éditait un bulletin en 2023 qui n'est pas anodin, il est assez récent, il date de août 2023, que je vous invite à aller consulter, et qui pointe, et c'est pas du tout anodin, une faille majeure chez un de nos confrères. Je pense que c'est pas le seul, mais c'est un confrère donc d'origine russe et américain, pour pas le nommer aujourd'hui, qui montre une faille assez majeure, puisqu'elle permet, cette faille, de s'arroger les droits. Elle permet à l'éditeur ou à un tiers de s'arroger les droits d'administration des sauvegardes. Bon, je pense que c'est une faille majeure de mon point de vue. Il n'y a pas eu encore de bulletin sur d'autres prestataires américains et ou étrangers, mais celle-là, c'est sur un acteur majeur du marché. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que ce type de failles ne sont pas des failles qui sont dues à un développement qui n'est pas maîtrisé, ce sont des failles volontaires, qui montrent la volonté de s'arroger des droits en cas de besoin ou en cas d'exigence de l'administration américaine de restaurer des données en clair auprès des autorités américaines. Donc, deux sujets. Le premier, garantir la confidentialité des données. Le deuxième, garantir la sécurité des données. Alors, comment Atempo, j'allais dire, essaye de traiter ces deux sujets? On a dans notre stratégie, on a fait le choix qui est un peu structurant, et vous allez voir pourquoi, le choix de pouvoir garantir cette confidentialité et cette sécurité des données, quel que soit le mode de consommation de nos solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quel que soit le mode de consommation de nos solutions? Aujourd'hui, nos solutions, elles peuvent être utilisées par un utilisateur final sur site. Bon, sur site, l'organisation qui l'utilise, quand elle est française, elle n'est pas assujettie aux lois extraterritoriales américaines. C'est déjà un bon point. En prenant notre solution, nous ne sommes pas non plus assujettis à ces lois extraterritoriales américaines, ce qui signifie qu'elle a en fait une confidentialité de ces données qui est garantie par la gouvernance de sa propre organisation et la gouvernance de notre organisation. Mais, deuxième sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de code malveillant qui ait été intégré dans les codes que nous mettons à disposition de cette organisation. Là, le choix que nous avons fait, c'est de maîtriser nos codes, c'est-à-dire d'éditer 100% de nos codes en France, dans des laboratoires de recherche au nombre de 4, à Massy, à Vannes, à Toulouse et à La Ciotat, qui sont sous le label France Cybersécurité pour toutes nos solutions. C'est tout le portefeuille, que ce soit de la sauvegarde de poste de travail, que ce soit de la sauvegarde d'application, que ce soit de la sauvegarde ou de l'archivage de grands volumes de données non structurées, les solutions que vous connaissez sous le nom de Lina, Tina ou Myria, qui sont labellisées France Cybersécurité. Ce qui atteste que nos codes ne sont pas sous-traités et donc qu'on a bien une maîtrise totale de ces codes sur le territoire national, avec évidemment les enquêtes qui en découlent, les enquêtes de la DGSI pour les développeurs qui passent chez nous, évidemment, un questionnaire de façon à s'assurer qu'on n'embarque pas une personne du FSB ou de services de renseignement étrangers dans nos développeurs. Donc ces deux points sont extrêmement importants pour les solutions sur site, mais nos solutions ne sont pas consommées que sur site. Elles peuvent également être consommées de façon dans une infrastructure qui va être soit louée, soit achetée chez un hébergeur. C'est-à-dire qu'on sort du périmètre physique de l'entreprise et on va aller mettre ça dans un cloud. Le choix qu'on a fait, c'est de travailler également avec les grands clouds souverains et les clouds régionaux français, de façon à ce que nos solutions intègrent la marketplace d'acteurs tels que OVH Cloud, Outscale, Scaleway, NumSpot, d'opérateurs telco avec lesquels nous travaillons également aujourd'hui, de façon à ce que ces solutions, quand elles sont consommées en mode hébergé, avec des infrastructures qui sont soit louées, soit achetées, mais hébergées chez un tiers, que la chaîne, j'allais dire, de confiance ne soit pas rompue. Il va de soi que si nos solutions sont opérées chez un cloud provider ou un MSP étranger, a fortiori américain, même si ce dernier est sur le territoire national, eh bien, nous ne pouvons pas garantir, en tout cas, l'immunité au Cloud Act de ce prestataire. Nous pouvons garantir l'immunité au Cloud Act de notre solution. Nous pouvons tout faire pour avoir des codes qui sont robustes, étanches, j'allais dire, à l'ingérence de ce tiers dans nos codes, mais on ne peut pas garantir, pas possible, son immunité, puisque
par nature, il tombe sous la réglementation américaine. Troisième mode de consommation, c'est qu'on a des services qui peuvent être aujourd'hui, enfin des solutions, qui peuvent être consommées sous forme de services. Là, il ne s'agit pas uniquement d'infrastructures IaaS ou PaaS ou SaaS qui vont être utilisées sur les infrastructures de cloud provider. Il s'agit d'acheter un service, et non plus une solution, mais un service auprès d'un prestataire. Et là aussi, on travaille, le choix que nous avons fait, c'est de ne pas devenir hébergeur ou infogéreur de ces solutions, à la différence de certains de nos confrères qui ont intégré cette couche en disant on va nous-mêmes offrir le stockage, l'infogestion, les solutions logicielles et le service. Mais ce faisant, il tombe pour tous les prestataires, en tout cas américains, qui offrent ce service sans couture et clé en main, ils sont à 100% malheureusement frappés par les directives des procédures FISA américaines. Donc, vous ne pouvez pas, chez ces prestataires, garantir la confidentialité de vos données. Le choix que nous avons fait, c'est là encore de nous appuyer sur un écosystème de partenaires MSP qui ont des infrastructures, mais de gouvernance française et ou européenne dans les pays à l'extérieur de la France, mais en tout cas garantir que solutions, infra et services rendus soient entièrement immunes à toutes les procédures FISA américaines. Donc vraiment, il y a ces deux sujets. Garantir d'un côté la confidentialité de nos données en garantissant une chaîne 100% immune aux lois extraterritoriales. Et deuxième chose, garantir que nos codes ne puissent à aucun moment, par une sous-traitance ou par une volonté politique, être accessibles à des tiers, à l'organisation. Seules les organisations, qu'elles soient client final, qu'elles soient MSP ou qu'elles soient hébergeurs, ont accès, enfin hébergeur c'est pas le cas d'ailleurs, c'est MSP et client final, vont avoir accès aux droits qui vont être délégués par le client. Ça, c'est les deux piliers importants, confidentialité et sécurité de nos données. Tu as parlé du label France Cybersécurité. Oui. Je pense qu'on peut aussi expliciter celui utilisé par les armées françaises. Bien entendu. Les organisations les plus sensibles, comme vous voyez à l'écran, c'est pas pour rien qu'on compte parmi nos clients, on a l'honneur de compter parmi nos clients les clients les plus exigeants en termes de confidentialité d'information ou en termes de sécurité de nos codes. On a ce label donc utilisé par les armées françaises. Bon, les armées françaises font partie des organisations qui ont le plus haut niveau d'exigence en termes de confidentialité pour des raisons évidentes et de sécurité pour des raisons évidentes, c'est de continuer à pouvoir opérer quel que soit le cas de figure qui va se présenter à eux. Et encore une fois, on est dans une guerre hybride. On a une guerre de moyens tactiques qu'on connaît, avec les armes dites stratégiques que l'on connaît, et puis on a des armes de cyber. Maintenant, la dimension cyber est une arme qui n'est plus devenue une arme uniquement défensive, mais une arme également offensive. Ça veut dire que dans les deux cas, il faut que les organisations, les armées, mais aussi les grands ministères, je parle également de toutes les organisations que tu as pointées tout à l'heure, vitales ou essentielles, puissent, on l'a vu avec le Covid, les établissements de santé en font partie. Il faut pouvoir, quel que soit le contexte, santé, quel que soit le contexte pandémique dans lequel on se trouve, être capable de pouvoir continuer à opérer et fonctionner. Et pour ça, le numérique doit être maîtrisé. On doit maîtriser ces dépendances numériques parce que nos amis du jour ne sont pas forcément nos amis de demain. Donc, il faut être capable de travailler avec des solutions maîtrisées et ou de maîtriser nos dépendances. Et c'est tout l'enjeu de cette construction d'un écosystème cyber souverain. Donc, le choix d'une solution souveraine, au-delà des choix évidemment de sauvegarde, va renforcer le choix d'une sauvegarde souveraine, renforce ces deux piliers, sécurité, confidentialité, et s'inscrit donc dans une logique de cyber-résilience et nous rapproche de la NIS 2. Très clair. Merci. Très clair. Très bien résumé. Bien tout résumé. Dernière slide. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Finalement, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Le plus important, donc NIS 2 sera applicable à partir d'octobre 2024 sur le territoire français. Donc il y a une nécessité de préparer sa mise en conformité. On anticipe, on passe des diagnostics cyber, on fait des audits cyber.
Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on va établir un plan d'action en fonction des résultats de l'étape numéro 1. On va construire sa stratégie, améliorer sa politique de sauvegarde en fonction des recos de l'ANSSI. Donc, on établit son plan d'action. Le troisième pilier, donc Luc, on a fait la démonstration, mise en place des solutions avec un acteur souverain comme Atempo va permettre d'aller plus loin que le cadre NIS 2, le cadre cyber NIS 2, mais d'aller, comme le disait Luc, un peu plus loin en garantissant finalement une gouvernance des données de bout en bout, une souveraineté des données de bout en bout, avec cette immunité face aux lois extraterritoriales américaines, par exemple. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout. J'ai pas du tout regardé les questions. Moi, j'ai noté au fil de l'eau. Tu me dis si j'en ai oublié quelques-unes. J'en ai une qui concerne l'éligibilité. Donc, comment savoir j'ai évoqué le fait qu'on pouvait se rapprocher de l'ANSSI, évidemment. Yann, qui est connecté de Chris Réseau, me rappelle qu'il y a un site qui permet de vérifier en ligne l'éligibilité de votre organisation, qui s'appelle Mon Espace NIS 2. .cyber.gouv.fr. Donc bon rappel Yann, je t'en remercie. Ça facilite la démarche et ça permet de savoir tout de suite si on est concerné par cette directive NIS 2 ou pas. Deuxième point, c'était le nombre d'entreprises. J'ai noté qu'il y avait est-ce que le 15 000 concerne que la France? La réponse est oui. Je crois qu'à l'échelle de l'Europe, c'est pas loin de 350 000 entreprises, organisations qui sont concernées. Donc oui, c'est bien que la France. Et on est au début parce que dans la procédure la mise en musique dans la loi française, ce que l'on voit, c'est qu'on découvre de nouveaux acteurs vitaux ou essentiels, d'organisations donc à dimension vitale ou essentielle, sachant qu'on couvre pas uniquement, quand on dit vital et essentiel, ça va de la distribution de l'eau à l'alimentaire, en passant par la santé, en passant par les moyens tactiques dont on a parlé, nos organisations, nos collectivités territoriales qui doivent pouvoir fonctionner. Donc le nombre ne cesse d'augmenter. Pour l'instant, on est à peu près à 15 000. Il y a de grandes chances qu'on termine à plus de 20 000 à la fin de l'année. Le sujet de l'immutabilité, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient réagi en live, donc j'ai pas besoin de m'étaler beaucoup, mais c'est un point important de notre stratégie, c'est qu'on a, comme vous le savez, on travaille avec un écosystème de constructeurs. Atempo a comme particularité d'être agnostique. Quand je dis agnostique, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant d'un constructeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas, avec les solutions qu'on amène, vous avez le choix vous avez le choix de vos serveurs, vous avez le choix de vos solutions de stockage. Vous n'êtes pas tenu à une marque. Vous avez même une couche d'abstraction qui vous permet de faire des changements, en tout cas de stockage et de marque, sans qu'il y ait d'impact pour vos politiques de sauvegarde. Et on travaille avec cet écosystème à des solutions évidemment complètes, en bundlisant nos solutions de sauvegarde et leur stockage, à offrir de l'immutabilité. J'ai vu passer donc des commentaires sur les bandes magnétiques, par exemple. Atempo a été dans les 10 ans, je crois que vous avez tous entendu ce qu'on appelait le mainstream de l'époque, en disant que la bande était morte. Nous ne partagions pas, on a toujours été un peu dissidents là-dedans, on n'a jamais partagé cette vision pour deux raisons. La première, c'est qu'il nous a semblé qu'on avait quand même une cybercriminalité dont, j'allais dire, le rempart ultime, c'était la déconnexion du réseau. La bande permettait d'avoir un média déconnecté, donc ça nous semblait intéressant dans un contexte de pandémie cyber, d'avoir cette logique ultime, c'est d'avoir un stockage déconnecté du réseau. La deuxième, c'est pour des raisons économiques, c'est qu'on a anticipé, il ne fallait pas être voyant, il suffisait de regarder les chiffres, les courbes de croissance des volumes de données. On ne peut pas avoir des budgets stockage élastiques à l'infini. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on a une croissance très, très, très forte du volume de données, notamment des données non structurées, et un volume de données froides. Quand je dis froide, c'est des données auxquelles on n'accède pas forcément tous les jours, mais c'est des données dont on a besoin en archive, on a besoin de stocker ces données et on va rechercher une solution qui va être économique. Et pour le moment, trouver un média qui offre à la fois le caractère capacitaire, c'est-à-dire capable de prendre des très grands volumes de données, capable de faire de l'archive sur des données, sur des durées très longues, à un coût qui soit acceptable, et avec une empreinte écologique qui soit également minimale,
eh bien il n'y a que le média tape aujourd'hui, le média bande, qui permettent de cocher ces caractéristiques. C'est la raison pour laquelle on a continué d'investir dans ce média qui offre, comme c'était noté, un caractère immutable. Mais vous avez également de l'immuabilité sur des stockages S3 qui sont natifs avec lesquels nous travaillons, de façon à pouvoir offrir, avec la combinaison de nos solutions et des stockages qu'on vous propose, des données qui vont être immuables et donc parfaitement intègres au moment de la restauration. Merci beaucoup, Luc. Merci Geoffrey, merci Alexandre. Merci Alexandre, aux Alexandre. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à contacter également nos experts au travers du site Atempo. Si vous voulez poursuivre les débats de façon personnalisée, on aura grand plaisir à vous accompagner, en tout cas dans cette mise en conformité, surtout dans le cadre d'une cyber-résilience accrue. Merci vraiment à tous et puis bonne fin de journée et bonne fin de semaine.